Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées. Les propos de Victor Hugo sont criants d'actualité. La véritable bataille se joue dans l'arène des convictions, des valeurs et des visions du monde. La guerre en Ukraine, au-delà des affrontements physiques, est également une bataille des idées où la démocratie, la liberté et la souveraineté sont en jeu face aux forces autoritaires et impérialiste. En effet, la guerre en Ukraine ne se limite pas à un simple affrontement militaire. Elle incarne un bras de fer idéologique et géopolitique pour l'avenir de la paix, de la liberté et de la démocratie. Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est en jeu, mais l'équilibre d'un monde en perte de repères. Alors que les menaces se font de plus en plus présentes, résonnent en moi les premiers mots de l'hymne ukrainien. La gloire et la liberté de l'Ukraine ne sont pas mortes. Aussi, il nous faut prendre la mesure de ce qui se dresse devant nous. L'équilibre fragile que nous avons patiemment construit peut être anéanti. Et tout ce qui a été édifié pour garantir la paix peut être balayé. Car le retour de la guerre sur le sol ukrainien n'est que le prélude à une escalade qui semble désormais inéluctable. Nous ne sommes pas en guerre au sens traditionnel du terme, mais la guerre hybride a déjà commencé depuis plusieurs années. C'est une réalité incontournable. Depuis plus de 3 ans, le peuple ukrainien, avec une résilience inouïe, porte le poids de la guerre, affrontant des attaques militaires incessantes et une pression idéologique impitoyable. Il ne se bat pas seulement pour sa propre survie, mais pour des valeurs qui nous sont communes, sa lutte et notre lutte. Nous devons affirmer notre solidarité avec ce peuple héroïque qui résiste avec courage. Combien de fois, mes chers collègues, avons-nous proclamé que l'Ukraine se battait pour nous, alors que nous devons nous battre avec elle? L'Europe ne peut pas permettre que l'Ukraine soit sacrifiée dans des compromissions internationales qui l'excluent de son propre destin. L'Europe ne peut cautionner une sortie de crise qui priverait l'Ukraine de toute perspective en entravant en premier lieu l'exploitation de ses ressources énergétiques et stratégiques. Nous ne pouvons tolérer qu'elle soit soumise à une domination à caractère néocolonialiste. Tout compromis qui prive l'Ukraine de son intégrité territoriale ou de son avenir européen serait une trahison pour l'ensemble de l'Europe. Nommons les choses. Ce qui est actuellement proposé à l'Ukraine n'est pas un accord de paix, mais de reddition. Un accord qui résulterait d'une guerre d'agression et qui conduirait à la perte des plus de 20% de son territoire et de 100% de sa souveraineté. C'est une reddition. Nous avons donc une responsabilité collective pour trouver une solution viable et digne, pour trouver une autre solution que celle que souhaite imposer à l'Ukraine la Russie de Vladimir Poutine ou les États-Unis de Donald Trump. Mes chers collègues, sortons de la naïveté. Le vent de l'autoritarisme souffle fort aujourd'hui. Bien qu'antagonistes, ces puissances partagent des caractéristiques et des objectifs inquiétants. Étendre leur domination en divisant pour mieux régner, affaiblir nos démocraties, réécrire l'histoire à leur convenance et étouffer la vérité sous le poids de la désinformation organisée. Les échanges publics entre le président Zelensky et les présidents et vice-présidents des États-Unis le 28 février en sont une parfaite illustration. Leur vision du monde est simple, un monde où leur pouvoir s'étend, où l'Europe se fragmente et où l'ordre multilatéral s'effondre. Trump, Vance, Rubio, Musk font penser aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cette proximité entraîne un basculement des alliances dont nous devons tirer toutes les conséquences. Nous devons nous ériger en défenseurs des relations internationales basées sur la coopération, en défenseurs des organismes et institutions internationaux. Dans ce contexte, l'Europe se trouve prise dans la tourmente, plus vulnérable que jamais. Mes chers collègues, l'Amérique de Trump n'est plus un allié, au mieux un protecteur. Et pour Donald Trump, l'Europe n'a jamais été une alliée, au mieux une protégée. Trump voit le monde comme un immense jeu de Monopoly, avec ses transactions immobilières. Le traquenard médiatique du bureau ovale a dévoilé la seule motivation de Donald Trump, que l'on peut résumer cyniquement par un « I want my money back ». Cette nuit, il est allé encore plus loin
en gelant l'aide apportée à l'Ukraine pour pousser à sa capitulation. Un sursaut est urgent. Seule une volonté collective unie pourra garantir à nos citoyens une paix durable et une Europe forte, prête à défendre ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Face à ce contexte mondial tumultueux, nous ne pouvons plus être des spectateurs passifs. Comme le disait Aristide Briand, il ne suffit pas d'avoir horreur de la guerre. Il faut savoir organiser contre elle les éléments de défense indispensables. Ces mots nous ramènent, et cela vient d'être dit, à cette fameuse locution latine, que je cite cette fois-ci en latin, « si vis pacem para bellum ». Ces mots me rappellent aussi un propos de François Mitterrand. Le général de Gaulle était à juste titre souvent cité. Mitterrand disait parfois que quand l'Europe ouvre la bouche, c'est pour bâiller. Eh bien, mes chers collègues, nous n'avons plus cette liberté. Le doute, la division et l'hésitation doivent cesser. Il est temps d'agir. L'Europe ne peut plus se permettre d'être une spectatrice sidérée. Les différends qui ont marqué les événements comme la conférence de Munich récemment ou la réunion convoquée à la hâte par Emmanuel Macron le 17 février dernier ne doivent plus se reproduire. Nous ne pouvons plus laisser les puissances russes et américaines semer la discorde parmi nous. L'autonomie stratégique européenne, loin d'être une chimère, doit devenir un objectif prioritaire. Il ne s'agit pas seulement de renforcer nos capacités militaires, mais aussi de garantir notre indépendance numérique, économique et commerciale. Il est inconcevable que l'Europe demeure sous la tutelle des États-Unis ou que des régimes autoritaires comme la Russie puissent exercer une emprise sur nos infrastructures critiques et nos informations. Seule une Europe ferme et déterminée, prenant son destin en main, pourra préserver sa souveraineté. L'inaction et l'absence de coordination servent avant tout les intérêts de Poutine et de Trump, qui ont une vision du monde en commun, guidée par la loi du plus fort, comme le rappelle justement Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Parlons donc de l'OTAN. La tension lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, lundi 24 février, était palpable. Le président américain a réaffirmé sa volonté d'obliger les Européens à augmenter de manière significative leur contribution. J'y reviendrai. Cette confrontation met en lumière l'urgence de redéfinir notre rôle au sein de l'OTAN. Il faut rappeler que l'Union européenne fournit un soutien financier globalement plus important que les États-Unis, bien que ces derniers conservent un rôle de chef de file en tant que principal fournisseur d'aide militaire directe, influençant d'ailleurs ainsi fortement la stratégie militaire dans le conflit ukrainien. Ce dilemme budgétaire se situe dans un contexte où l'Europe fait face à de nombreuses autres menaces, cyberattaques, guerres hybrides invisibles, déstabilisation dans des régions stratégiques comme l'Arctique, où se jouent à la fois des ressources et des voies commerciales vitales. L'Europe se trouve dans un carrefour crucial. Doit-elle continuer à financer l'OTAN, selon les exigences américaines, ou bien investir davantage dans sa propre défense et sa souveraineté pour peser plus au sein de l'OTAN? L'Europe doit renforcer son autonomie, mais cela appelle à une véritable construction stratégique. Car augmenter les dépenses pour sa défense, et cela a été dit par le Premier ministre, n'aura qu'une utilité relative. Actuellement, près de 80% de nos équipements militaires ne proviennent pas de l'Union européenne. Nous devons donc avoir une vision d'ensemble où la reconstruction industrielle militaire doit aller de pair avec le renforcement de nos capacités d'intervention. À cet égard, la France porte une responsabilité particulière en tant que puissance nucléaire et membre clé de l'Union européenne. Elle a un rôle central à occuper. Elle doit incarner ce meneur audacieux, être le moteur de cette transformation européenne et défendre l'unité de l'Europe face aux défis géopolitiques actuels. Mes chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, partant de ces diagnostics bien incomplets, j'ai 4 séries de questions à vous poser. Financières, diplomatiques, humaines et aussi sous l'angle des sanctions. Sur le plan financier, si l'objectif est d'atteindre 3,5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire 45 milliards de plus pour le budget de la défense, comment pouvons-nous renforcer notre effort militaire face aux enjeux actuels tout en tenant compte de la situation budgétaire que nous connaissons? Quid de la position de la France et de sa participation au plan de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe qui vient d'être annoncé aujourd'hui par Mme Ursula von der Leyen?
Il faut avoir un discours de vérité envers les Français, annoncer clairement les sacrifices qui devront être faits pour résister aux nouveaux impérialistes, annoncer clairement les conséquences qu'aura la guerre commerciale engagée contre nous par les États-Unis. Nous devons, vous devez, repenser votre ligne politique à l'aune de cette nouvelle donne internationale. Notre contrat social ne peut être sacrifié sur l'autel de l'agression russe en Ukraine. D'autres sources de financement doivent être imaginées dans le cadre d'un patriotisme fiscal que vous devez affirmer, monsieur le Premier ministre, y compris envers ceux qui étaient présents le 20 janvier dernier à l'intronisation de M. Trump. Nous vous rappelons aussi notre proposition pour garantir notre sécurité nationale, défendre nos intérêts vitaux et répondre aux différentes difficultés de financement des entreprises du secteur de la défense. Notre groupe a proposé la création d'un livret d'épargne dédié à la défense et à la souveraineté. Allez-vous étudier cette solution ? Par ailleurs, envisagez-vous la confiscation des 250 milliards d'euros d'avoirs russes pour financer la protection de l'Ukraine et de l'Europe ? Sur le plan diplomatique, en lien avec le plan financier que je viens d'évoquer, comptez-vous revenir sur les mesures depuis 2017 qui ont considérablement affaibli notre appareil diplomatique dans le monde ? Vos contradictions sont grandes quand vous tenez un discours volontariste et en même temps quand vous diminuez les moyens de l'aide au développement public et le budget du Quai d'Orsay. Il faut remettre cela sur la table et envisager un collectif budgétaire pour corriger vos décisions. Sur le plan humain, dans le cadre éventuel d'un accord de paix pour l'Ukraine, sachant qu'il est impossible d'exclure toute reprise des hostilités, envisagez-vous le déploiement d'une force de maintien de la paix sur la ligne de front du côté ukrainien dès l'arrêt des combats ? Et enfin, sur le plan des sanctions, où en est la création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre le crime d'agression commis contre l'Ukraine, soutenu par une coalition de 38 pays, dont l'immense majorité des pays de l'Union européenne ? J'en arrive à ma conclusion, Monsieur le Président. La guerre en Ukraine restera inscrite dans l'histoire comme le témoignage incontestable de la défense d'une certaine idée du principe de souveraineté. Cet affrontement militaire doit être le triomphe de la justice du droit contre la brutalité de la force. Dans ce combat, l'humanité se retrouvera confrontée à la tentation de la domination par la violence ou la quête inaltérable de la liberté et de la dignité humaine. Et si au bout de cette épreuve, mes chers collègues, le droit l'emporte, ce sera le reflet de notre capacité collective à défendre ce qui nous unit tous, le respect de l'individu, le respect de la justice, de la souveraineté comme fondement inaliénable d'un monde libre.